Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Le rendez-vous de dimanche, fin de matinée, celui des clés du mystère. Frédéric Jarraud et le professeur Yves Lignon avec nous comme chaque semaine. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Les histoires que vous nous racontez sont souvent passionnantes, même très souvent passionnantes, et on va s'intéresser aujourd'hui à un phénomène qui lui aussi est très intriguant, c'est la radiesthésie. La radiesthésie, le pendule. Une vieille histoire, hein, c'est vrai. C'est une vieille histoire. Le pendule du radiesthésiste apporterait des informations, permettrait de trouver un trésor, à condition d'être capable d'interpréter ses mouvements. Vous vous souvenez de l'histoire du professeur Tournesol, quand Tintin et le capitaine Haddock recherchent le trésor de Rackham le Rouge, eh bien, le professeur Tournesol avec son pendule leur dit « c'est un peu plus à l'ouest », mais le tout, c'est de savoir où se trouve l'Ouest. Et à la fin de l'album, on s'aperçoit que Tournesol avait raison, il fallait bien aller un peu plus à l'Ouest, mais bon, pas dans le bon sens. Oui. Alors, on relira l'album, et puis l'album, on ira voir peut-être le film que Spielberg est en train d'en tirer. C'est vrai, c'est prévu pour l'année prochaine, je crois. Donc, avec ces radiesthésistes, ces gens qui arrivent, voyez, j'ai un pendule, et je vais pouvoir trouver des choses, vous fournir des informations. Eh ben, on a quelquefois des aventures curieuses. Moi, j'ai testé un jour un radiesthésiste qui était un peu sourcier aussi. Il se prétendait capable de découvrir de l'eau avec son pendule. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous acceptez de venir à l'université et de participer à la petite expérience suivante? L'homme m'avait l'air sincère, il habitait dans le département du Gers. Donc, nous préparons avec un de mes assistants une série de pots de confiture soigneusement nettoyés auparavant. Et nous mettons dans ces pots, il y en avait 5, diverses quantités d'eau. C'était pas la même dans chaque pot. On entoure le tout de papier noir et le radiesthésiste était tout à fait d'accord pour essayer de trouver quel était le pot qui contenait le plus d'eau et ainsi de suite, de classer les pots. Il rentre dans la pièce où nous opérions, il sort son pendule et il me dit « je peux rien faire ». J'ai vu, on peut rien faire, mais écoutez, cher monsieur, vous vous êtes engagé, enfin, on ne vous soupçonne pas, mais si vous arrivez pour nous dire je repars, il faut au moins nous donner la raison. Elle m'a dit, oui, je vous la donne, la raison, je ne vois pas pourquoi je vous la cacherai. Il y a beaucoup trop d'eau ici. Il dit, pardon. Ah oui, c'est une bonne raison, oui. Pardon. Il me dit, oui, dans les tuyauteries. Bon, au revoir. Et merci, et il repart. On se quitte fort bon copain. Mais comme j'étais très intrigué, je me procure les plans du bâtiment. Et effectivement, autour de la pièce que j'utilisais comme laboratoire pour faire mes petites expériences avec des voyants, eh ben, il y avait toutes les canalisations du chauffage du bâtiment entier qui passaient tout autour. Si vous voulez, ma pièce, c'était une espèce d'aiguillage pour canalisation d'eau. Eh oui, donc il avait raison, le pendule avait raison. Il avait tout à fait raison. Et il y en a eu un autre à qui je dis, écoutez mon vieux, vraiment c'est vous qui le faites bouger le pendule, qui m'a répondu, je suis d'accord, mais si vous m'enlevez le pendule, je pourrai plus rien faire. Mais je sais que c'est moi qui le fais bouger. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très pittoresque. Les pendules aussi sont fort pittoresques parce que beaucoup de radiesthésistes fabriquent leurs propres pendules. J'en ai même connu un qui avait un pendule avec un bouchon de radiateur. C'est original. D'automobile. Allez, je crois qu'on peut dire le nom. C'était, enfin, au moins, le dire allusivement, c'était une étoile, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, très bien. Très bien, une étoile germanique, allemande. Voilà. Et alors, je lui ai demandé si c'était celui de sa propre voiture. Il m'a dit oui. Et ben, j'ai dit, dites donc, ça gagne bien la vie, la radiesthésie, quand on cherche l'eau. Il m'a dit oui, moi, c'est comme le premier. Ma spécialité, c'est chercher l'eau. Mais ça va. Ben, je dis, tant mieux pour vous. Bon, mais c'est vous qui le faites bouger. D'accord, c'est moi qui le fais bouger. Donc, vous voyez, les radiesthésistes sont des gens curieux, sont des gens qui ont véritablement un don.
Et pas seulement pour trouver l'eau, là, même si j'ai pris 2 exemples de recherche de l'eau, les radiesthésistes sont capables de trouver des personnes disparues, de trouver des choses cachées. Et c'est notamment le cas de l'abbé Mermet, qui était un prêtre suisse et qui est l'inventeur de la radiesthésie moderne. Et on va évoquer le sort de cet abbé et son talent et ses réussites dans quelques instants, après une première pause sur Sud Radio dans les Clés du Mystère. On remet les pendules à l'heure en quelque sorte ce week-end sur Sud Radio, puisque dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon, il est question de radiesthésie et des pendules. Alors on a tout à l'heure évoqué l'origine de la radiesthésie et vous souhaitiez, Yves, parler des réussites d'un abbé, l'abbé Mermet, c'est ça? C'était au début du siècle dernier, fin 19e, début 20e. Oui, il est né en 1856, il est mort en 1937. Et c'est l'inventeur de la radiesthésie moderne. C'est lui qui l'a codifié. Cet abbé il était suisse, il était curé d'un petit village qui se nomme Lully, qui est près de la frontière française. Et il faut croire qu'il avait du temps libre parce que, au lieu de creuser comme un autre curé à la même époque du côté de Rennes-le-Château, lui, il a passé ses soirées là, et pendant quelque temps, l'abbé Mermet, à se pencher sur la radiesthésie, ces histoires de pendules. Il semblait qu'on en parle, que certains physiciens aient émis des idées à propos de radiation. Et surtout, l'abbé Mermet s'est aperçu que dès les Romains, on pensait que le pendule pouvait servir pour s'informer. Et il a découvert notamment que les Romains pratiquaient un jeu, vous voyez. Je mets devant moi un alphabet sur des bouts de carton. Mmh. Vous, Frédéric, vous pensez à une lettre. Mmh. Donc je pense là à une lettre, par exemple. Une lettre. Et moi, si j'étais radiesthésiste, je balade le pendule au-dessus de ces bouts de carton pour essayer de trouver la lettre à laquelle vous pensez. Et c'est concluant, c'était concluant en tout cas. En tout cas, les Romains jouaient à ça. Ouais. Maintenant, il n'y avait pas d'Yves Lignon ni d'autres parapsychologues pour dire aux Romains, on va vous mettre des électrodes pour voir ce qui se passe. Donc, l'abbé Mermet découvre ça, et alors il réfléchit, il lit d'autres choses, parce qu'on en parlait un peu de la radiesthésie depuis le XVIIIe siècle. Donc, il met tout ça en forme, l'abbé Mermet, et il a fini par publier un livre qui s'appelait « Comment j'opère », autrement dit, la radiesthésie pour les nuls, ou devenez radiesthésiste en 20 leçons. Et c'est là que l'abbé Mermet explique, par exemple, qu'il faut programmer le pendule. Il faut programmer le pendule, c'est-à-dire que vous le prenez, le pendule que vous êtes fabriqué, comme je disais tout à l'heure, donc avec le bouchon de radiateur de votre Rolls, Frédéric. N'est-ce pas? Oui, mais oui. Sûrement, oui. Oui, dans les voitures allemandes, il faut les laisser pour les radiesthésistes. Voilà, exactement. Donc vous, ou bien avec une montre à gousset, vous savez, ou bien il y en a qui le font avec un fil à plomb de maçon. Oui, c'est parce que la matière du fil, elle doit être très particulière, ou ça peut être juste une corde. Enfin bon, dans les boutiques spécialisées, on vous vend fort cher de soi-disant pendules tout aussi spécialisées. Mais enfin, moi, tous les radiesthésistes que j'ai rencontrés, qui sont des gens extrêmement sympathiques, la plupart fabriquaient leurs propres pendules. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui pèse au bout d'un fil. Point, c'est tout. Et ça suffit. Alors, dans son livre, l'abbé Mermet expliquait que, il faut donner mentalement des instructions au pendule. Il faut expliquer au pendule que s'il tourne vers la droite, ça voudra dire oui. S'il tourne vers la gauche, ça voudra dire non. S'il oscille simplement d'avant en arrière, ça voudra peut-être dire je ne veux pas répondre. S'il oscille de la gauche vers la droite, ça voudra peut-être dire je ne connais pas la réponse. Ce qui n'est pas je ne veux pas répondre. Et ainsi de suite. Donc il faut que chacun programme son pendule. Si nos auditeurs ont envie d'essayer, pourquoi pas, puis ils nous tiennent au courant. Ça, ce sont des paramètres immuables, c'est-à-dire que quand ça va de gauche à droite, ça veut dire je ne peux pas répondre. Ah non, c'est le radiesthésiste qui le décide. D'accord, très bien. Il y a 4 grands mouvements du pendule. L'oscillation dans le sens des aiguilles d'une montre, l'oscillation dans le sens opposé, d'avant en arrière ou de droite à gauche. Et donc, vous avez en même temps 4 grands types de possibilités. Le oui, le non, je ne sais pas, je ne veux pas. Et vous associez ces 4 possibilités aux 4 mouvements comme vous le souhaitez.
Et quand vous dites programmer, comment l'information en se concentrant, moi je répète ce que disent les radiesthésistes, ce que dit l'abbé Mer, mais un scientifique doit d'abord commencer par observer ce qui se passe, sans se poser de questions trop audacieuses, et sans surtout porter de jugement sur les gens. Moi je constate que les radiesthésistes disent ça. Puis après, on va se poser la question, est-ce que ça marche, la radiesthésie ? En tout cas, pour l'abbé Mermet, ça marchait. Il a même dans ses débuts, parce qu'évidemment, quand il a mis tout ça au point, il a voulu faire des démonstrations. Et si vous étiez curé, devant qui feriez-vous des démonstrations ? Devant les ouailles. Exactement. Voilà. Devant les paroissiens. Et donc, une fois qu'il a eu les choses en main, les paroissiens un petit groupe de paroissiens ont été convoqués, et monsieur le curé s'est préparé à leur montrer les merveilles de la radiesthésie et du pendule chercheur. D'autres sont de très bons radiesthésistes. On va évoquer dans un instant, après une courte pause, Yves, notamment le cas de Jean-Louis Crozier. Oui, nous parlerons de Jean-Louis Crozier après une ou deux anecdotes sur l'abbé Mermet. Ah bah oui, parce qu'on veut savoir ce qu'il a dit. Les paroissiens sont convoqués, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À tout de suite, Yves, sur Sud Radio. La radiesthésie à l'honneur ce dimanche dans Les Clés du Mystère avec Yves Lignon. On évoquait à l'instant l'abbé Mermet qui a popularisé en quelque sorte la radiesthésie et à qui on doit quelques succès. De quel type de succès s'agit-il ? C'est devant ses paroissiens. Sa première démonstration. Donc, ce bon prêtre est avec quelques paroissiens sur un chemin à la sortie du village qui s'appelle le chemin des cloches, et personne ne sait pourquoi on appelle ça le chemin des cloches. Ça s'est perdu dans la mémoire, dans la nuit des temps. Et donc, l'abbé Mermet dit, mais voilà, moi, maintenant que j'ai appris à me servir du pendule, je vais demander au pendule si ici, par hasard, il n'y aurait pas de l'or. Vous pensez à la tête des villageois. De l'or, pourquoi pas ? Enfin, on prend le pendule, ça dure un bon moment, parce qu'évidemment, il faut pratiquer le questionnaire. Et quand on rentre, le pendule a dit que là, sous le chemin des cloches, il y a du bronze, il y a de l'or et il y a des bijoux. Ah. Bon. Je ne sais pas si... Les bijoux de la Castafiore, alors puisqu'on parlait d'une tournesol tout à l'heure. Je ne sais pas si en rentrant à la maison, il n'y a pas eu quelques paroissiens pour dire à leur famille, le curé commence à fatiguer, il faudrait peut-être que l'évêque, ça se passait vers 1920, il est plus tout jeune, le curé, il faudrait peut-être parler de sa retraite. Toujours est-il que lui, l'abbé Mermet, était bien persuadé. Finalement, il a obtenu qu'on fasse des fouilles. Et des enquêtes et une enquête historique. Et savez-vous ce qu'on a trouvé ? Non. Du bronze, de l'or et des bijoux. C'est fou, ça. Des morceaux de bronze. Oui, mais de l'or et des bijoux, des pièces. Donc c'est que ça avait été caché là. Et ça avait été caché quand les troupes de notre bon roi François Ier avaient envahi la Suisse. Et en arrivant dans ce village de Lully, les gens avaient caché les cloches de l'église, l'or et les bijoux. Et ça, on ne le savait pas. Il y avait pas. Et non, on ne le savait pas. On l'a vérifié après. Alors, c'est évidemment le premier exploit de l'abbé Mermet. C'est assez probant. Mais moi, ce que je considère comme étant son plus grand exploit, c'est en 1928, quand un explorateur italien, qui se nommait Nobile, est parti en dirigeable pour survoler le pôle Nord. Il s'est crashé. Et l'abbé Mermet, depuis son village suisse, a indiqué où se trouvait le dirigeable. Incroyable. Oui. Ouais. Il a aussi travaillé sur des gisements pétroliers en Ukraine, depuis la Suisse. Bon, et trop fort. À la satisfaction des compagnies pétrolières. Bon, vous voyez, c'est la radiesthésie, ça marche. Mais, vous le disiez tout à l'heure, ça peut aussi servir pour retrouver les personnes disparues. Alors, il ne faut pas croire que tous les radiesthésistes en sont capables. De même qu'il ne faut pas croire que tous les voyants sont capables de tout faire. Il ne faut pas se précipiter chez le radiesthésiste du coin. Quand on dit trouver les personnes disparues, il y a un seul radiesthésiste en France, sur la période, on va dire, des 40 dernières années, qui a pu le faire
avec une certaine régularité. Ce radiesthésiste, que je salue parce qu'il est décédé il y a 2 ans maintenant, c'était un très très bon ami. Ce radiesthésiste, il vivait dans l'Ariège, il se nommait Jean-Louis Crozier et il avait été initié à la radiesthésie à l'âge de 16 ans par son grand-père. Eh bien, il s'était fait une spécialité de la recherche des personnes disparues, mais il réussissait, il le disait lui-même, dans 25% des cas. Ce qui est plutôt bien. Évidemment, on ne peut pas parler de hasard quand on est à un tel niveau de réussite. 25%. D'abord, écoutez, si on veut être brutal, Frédéric, par définition, une personne disparue, ça ne se retrouve pas. C'est 0% de succès. C'est sûr. Voilà. Ouais. Donc 25%, c'est une excellente moyenne. Alors, il était, quand il disait 25%, il était très, très exigeant. Parce que dans le cas d'une personne décédée, accidentellement, ou bien il a eu retrouvé des personnes sans domicile fixe mortes de froid, il travaillait avec la gendarmerie, il était très connu de la gendarmerie, on le sollicitait souvent, et lui, Jean-Louis, considérait que si on retrouvait le cadavre à l'extérieur d'un rayon de 100 mètres autour du point qu'il avait indiqué, pour lui, c'était un échec. C'est-à-dire que sur la carte, il marquait un rayon de 100 mètres, et si on le trouvait à 150 mètres, il disait aux gendarmes, allez fouiller par là, 150 mètres, en tenant sa comptabilité, Jean-Louis Crozier appelait ça échec. Vous voyez qu'il était très, très exigeant. Ouais, il était très exigeant. Mais ceci dit, il a eu aussi quelques belles réussites. Et moi, je vais avoir l'occasion de vous parler tout à l'heure de ce qu'on peut appeler un de ses échecs, parce que ça permet de mieux comprendre sa méthode. Comment procéder Jean-Louis Crozier, le radiesthésiste, le grand spécialiste des personnes disparues. On le saura dans quelques instants. Il sera question d'un petit garçon qui, justement, avait disparu. Une petite pause sur Sud Radio dans les clés du mystère ce dimanche matin. À tout de suite. Frédéric Jarreau, le professeur Yves Lignon pour les clés du mystère comme chaque dimanche. Le sujet cette semaine, c'est la radiesthésie. On évoquait à l'instant Jean-Louis Crozier, un grand radiesthésiste qui était très exigeant avec lui-même dans la réussite de ses entreprises. Et vous souhaitiez, Yves, évoquer la disparition d'un petit garçon. D'un petit garçon. Et ça, c'est un échec de Jean-Louis Crozier. Et je dirais presque que c'est un échec... on le savait à l'avance. Mais d'abord, je vais vous donner 2 ou 3 exemples de ces réussites pour bien vous faire comprendre qui il était. Parce que si on parle d'échec, on va dire, peut-être que c'est du pipeau. Non. Jean-Louis Crozier, par exemple, a retrouvé un randonneur qui était perdu en Corse. Dans la montagne corse. Et il était, lui, il était d'Aubenas, dans l'Ardèche. Il était chez lui, à Aubenas. Et donc, quand la famille est venue lui demander, il a donné des indications disant ne le cherche pas sur le mauvais pic, etc. Il faut aller là. Et on a bien retrouvé ce randonneur. Il a un jour, un de mes amis, le professeur Chauvin, a voulu tester Jean-Louis Crozier d'une manière très indirecte. Il a voulu savoir si Jean-Louis Crozier était capable de deviner des intentions d'archéologues. Vous allez dire que les scientifiques sont tordus. J'ai l'impression. Oui. Les intentions d'archéologues. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe d'archéologie qui travaillait quelque part en Provence, qui était dans un coin et qui avait étudié plusieurs endroits. Mais ces études préliminaires devaient déboucher sur la sélection d'un endroit unique, celui où on va fouiller. Parce qu'en archéologie, on creuse. Et il vaut peut-être mieux pas se disperser. Peut-être pas mieux piocher partout. Donc, dans ce coin de Provence, il y avait 5 ou 6 points qui étaient suspects d'intérêt pour l'archéologie. Et les archéologues, après avoir étudié la question, avaient décidé de choisir un point et un seul pour creuser. Rémi Chauvin envoie une photo aérienne du secteur en disant tous les endroits intéressants, les archéologues ont été marqués sur la photo, trouvez celui qui a fait l'objet de creusement. Et pour bien dérouter le radiesthésiste, la photo est truquée.
Alors, elle est truquée, non pas au niveau quand même des poèmes marqués, parce que là, il ne faudrait pas exagérer, mais les photos, la couleur sont modifiées pour pas qu'ils ne soient influencés par la végétation ou bien par des vues de roches en disant tiens, s'il y a des rochers, c'est peut-être là qu'ils vont creuser, et ainsi de suite. Et Jean-Louis Crozier a trouvé. Ouais, un autre exploit de Jean-Louis Crozier, à propos de guerre des polices. Vous savez que souvent, il y a des rivalités entre police et gendarmerie. Surtout quand un magistrat confie une enquête à la gendarmerie, puis au bout de quelque temps, la retire pour la confier à la police. Ça arrive. Ça arrive souvent. On lit ça dans les journaux. Et donc, dans des circonstances comme ça, le policier à qui on avait retiré l'enquête, et c'était une enquête sur un double assassinat, était un peu frustré et va voir Jean-Louis Crozier avec les photos de 4 suspects, parce qu'il y avait 4 personnes qui étaient en cause. Et lui dit, cher monsieur Crozier, les gendarmes à qui maintenant on a confié les investigations sont en train de s'échiner. Voilà les 4 photos. Est-ce que vous avez une idée du véritable coupable? Et Jean-Louis Crozier a baladé son pendule et il a dit, c'est celui dont le frère est en prison. Et c'était bien le cas. Sur les photos, il y en avait un seul dont le frère était déjà en prison. Et c'était lui, véritablement, l'assassin. Bon. Très fort, ouais. Très fort. Et alors, un jour, donc, j'ai été amené à solliciter Jean-Louis Crozier. C'est une histoire très triste, hein. Je pense qu'il faut un peu prévenir nos auditeurs. J'ai été amené à solliciter Jean-Louis Crozier à la suite de la disparition d'un petit garçon à Toulouse. C'était un enfant de 8 ans. La famille, c'était une famille, on va dire, d'artistes, vivait dans une péniche sur le canal du Midi. Et l'après-midi d'un dimanche, le petit garçon s'amusait à bicyclette sur les berges du canal. Et puis, à un moment donné, plus d'enfant, on le cherche, où est-il? On l'appelle, on ne le trouve pas. Le petit garçon était disparu. Ça s'est passé le dimanche après-midi. Et vous allez voir que c'est important, j'ai dit que cet échec allait permettre de comprendre les méthodes de Jean-Louis Crozier. On est venu de me prévenir seulement le mardi. Le petit garçon disparu, la suite de l'histoire sur Sud Radio. Après, c'est quelques notes de musique. La radiesthésie, c'est le sujet que nous évoquons ce matin dans Les Clés du Mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon, avec le talent que l'on évoquait à l'instant, de Jean-Louis Crozier, radiesthésiste, qui pourtant, sur une affaire très précise, avait considéré que c'était un échec. Alors, je ne vais pas faire de vanité, Frédéric, parce que j'ai donc fréquenté longtemps Jean-Louis Crozier, mais c'est la seule fois où je lui ai demandé d'intervenir dans une disparition, et c'était un petit garçon. Bon, il faut bien le dire, c'était un échec. Donc, le petit garçon disparaît à Toulouse sur les berges du canal du Midi le dimanche. On en parle le lundi, évidemment, on fait quelque chose. Le mardi après-midi, seulement, on me propose, est-ce que vous connaissez un radiesthésiste? Oui, bien sûr, j'en connais un. Je me précipite sur le téléphone. Jean-Louis, écoute, les journaux de chez toi n'en ont pas encore parlé, mais est-ce que tu peux essayer? Et je sens mon Jean-Louis un peu hésitant, et je sais pourquoi il était hésitant, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais moi j'ai dit non, si, Jean-Louis, je te le demande. Bon, il me dit, tu sais ce qu'il me faut? Il était 3h de l'après-midi. Il me faut de toute urgence une carte du quartier où l'enfant a disparu, une carte très détaillée, Institut géographique national, numéro tant. Ah oui, carrément, très précis. Oui. Il ne travaillait qu'avec ces cartes qu'il collectionnait et qu'il se les procurait. Il en avait pour toute la France. Mais ce sont des cartes qu'on ne trouve pas chez le marchand de journaux du coin. C'est pas une carte routière. Non. Donc, mon assistant, Marc, court tout Toulouse pour trouver cette carte. Il y avait une boutique qui en vendait. Vous savez, une boutique pour randonneurs presque professionnels. Il trouve la carte et on l'envoie en chronopost, mais vraiment, à l'heure, le bureau de poste allait fermer. Nous l'envoyons en chronopost, je ne sais pas comment fonctionne Chronopost à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était en 1985, elle n'est arrivée que le surlendemain, c'est-à-dire que le jeudi.
Mais trop tard, donc. Et le jeudi après-midi, retéléphone Jean-Louis, et cette voix qui me dit non, je n'y arriverai pas. Et je lui dis, je m'en doutais un peu, Jean-Louis, parce que en plus, tu ne m'as pas demandé la photo. Et je pensais bien que tu ne me la demandais pas parce que tu pensais qu'on ne pourrait pas s'en procurer. Il me dit oui, mais de toute façon, même avec la photo, je n'y serais pas arrivé. Parce que pour que Jean-Louis Crozier réussisse, il fallait, c'est comme ça, scientifiquement on constate et on ne comprend pas. Pour que Jean-Louis Crozier réussisse, il fallait qu'il commence son enquête dans les 24 heures qui suivaient la disparition. Oui, c'est une question de délai pour la oui, réussite. c'est comme ça. Bon, il a travaillé, il est décédé, donc il avait 64 ans d'une maladie, sale maladie. Et il a travaillé quand même pendant 40 ans, il a commencé à 16 ans. Il a été testé par des tas de scientifiques, sans compter la police, sans compter la justice. Il a en particulier été testé par une équipe allemande, et c'était toujours ça. Il fallait qu'il commence à se pencher sur le problème dans les heures suivant la disparition. Sans ça, il n'y arrivait pas. Là, 2 jours, c'était trop. Qui plus est, il demandait aussi une photo récente. Parce que sur une photo ancienne, de nouveau, ça n'allait pas. Alors pourquoi ? Comment ? C'était comme ça. Mais je vous assure que c'était un grand bonhomme, plein de gentillesse et d'humanité. Et on va, pour terminer dans un instant, évoquer peut-être d'autres réussites, en tout cas quelque chose qu'on ne peut pas considérer comme un échec. Ça sera après une petite pause sur Sud Radio pour la dernière ligne droite de ces clés du mystère. Vous qui nous suivez depuis tout à l'heure, 11h, vous le savez, nous évoquons le sujet de la radiesthésie et depuis quelques minutes avec Yves Lignon, le talent de Jean-Louis Crozier, radiesthésiste, qui, hélas, parfois n'a pas eu que des réussites, quelques échecs, notamment cette histoire de petit garçon disparu. Mais vous tenez à souligner la qualité de son travail quand même, Yves. Ah oui, non, mais le fait qu'il ait été capable de retrouver les personnes disparues, c'est indiscutable, mais pas tout le temps et pas dans n'importe quelle condition. Lui-même avait analysé dans sa jeunesse ses premiers échecs et ses premiers succès. Et c'est pour ça qu'il en était arrivé à faire ce constat tout bête. Si je me lance trop tard et sans photo, je n'y arrive pas. Donc, effectivement. Donc il faut un délai respecté. Il fallait en tout cas pour lui un délai de 24 heures. Ah oui, 24 heures maximum. Et là, moi je m'en souviens, on le savait déjà avec Marc, mon assistant, le mardi, quand Marc a couru tout Toulouse pour trouver la carte. Nous savions bien que c'était pour rien et vous savez, c'était très triste parce qu'il y avait quand même un gamin de 8 ans qu'on cherchait. C'est drôle. Alors, voilà une autre histoire de gamin disparu qui est un peu triste aussi parce que ce gamin est décédé, mais qui est assez souriante du point de vue de la radiesthésie. Et elle m'a été rapportée par un professeur de philosophie d'un lycée provençal à Apt, vous savez, la ville des fruits confits. Et donc, j'étais allé parler dans ce lycée de parapsychologie, comme je le fais souvent dans les lycées. On peut m'inviter, c'est toujours très agréable de discuter de tous ces problèmes avec les ados. Ah oui, c'est sympa. Et donc, ce professeur m'a raconté une histoire. Dans le lycée, il y avait une dame qui s'amusait avec le pendule, une dame qui était femme de ménage. C'est pas honteux. Et elle s'amusait avec le pendule. Mais pas plus, quoi. Elle était déjà grand-mère, c'était une jeune grand-mère. Alors elle jouait avec ses petits-enfants, disant tiens, on va cacher une bague dans la maison et mamie va la trouver avec le pendule. Des choses comme ça. Bon, et puis, un petit garçon, un autre disparaît. Et donc, on ne le retrouve pas, ce petit garçon. Il était en vacances chez ses grands-parents, c'était pour Pâques. Et le matin de Pâques, le petit garçon a disparu. Par la suite, on a su qu'il avait tout bêtement ouvert la barrière du jardin. Alors, il était plus jeune que l'autre. Celui-là, il avait 4 ans. Et qu'il était parti dans la montagne, à l'aventure, et puis qu'il était mort d'épuisement. Toujours est-il que quand il disparaît, évidemment, des tas de voyants, de charlatans débarquent, exploitent le chagrin de la famille. Mais on demande à cette dame, qui avait la réputation de s'amuser avec le pendule, « Est-ce que vous ne voulez pas essayer ?» Et la dame répond bien sûr que non. Pour moi, le pendule, c'est un amusement. Je ne vais pas, avec ce petit jeu, abuser, profiter du chagrin d'une famille. Donc elle refuse absolument. Et puis bon, au bout de quelque temps, les recherches sont abandonnées. Le petit garçon n'est pas retrouvé.
au mois de septembre suivant. Donc le petit garçon a disparu le jour de Pâques. Au mois de septembre suivant, 2 semaines après la rentrée scolaire, voilà cette dame qui va faire son travail au lycée, qui instique les meubles, etc., et qui rentre chez elle avec une drôle de sensation. Et son mari est là, et elle lui dit comme ça, brusquement, et sans savoir pourquoi elle le lui dit, « Mais écoute, trouve-moi une carte, je sais où est le petit garçon disparu. Celui de Pâques, tu sais, il y a des mois, je sais où il est. Trouve-moi une carte, vite !» Bon, le mari, il lui donne la carte qu'on a dans toutes les maisons, la carte Michelin. Pas une carte IGN comme celle dont avait besoin notre cher Crozier. Il lui donne une carte Michelin. Et voilà, cette dame fait ce qu'elle n'avait jamais fait. Ah oui, grande première. Avec son pendule, et sans savoir pourquoi, elle le met au-dessus de la carte Michelin. Et au bout de quelques minutes, elle dit à son mari, va chercher les pompiers, le corps est là. Elle fait une croix sur la carte et emporte la carte, donne-la aux pompiers. Les pompiers vont voir et ils ont bien trouvé le cadavre du petit garçon qui était donc mort d'épuisement. Incroyable. Hein. Et cette dame n'a plus jamais voulu recommencer. Par contre, le professeur de philo, donc je sais l'histoire parce que je vous l'ai dit, elle était employée dans un lycée et c'est un prof de philo du lycée qui me l'a rapporté. Le prof de philo m'a dit, oui, elle continue toujours à dire à ses petits-enfants, enfin maintenant qui ont un peu grandi, mais elle a continué longtemps à dire à ses petits-enfants, tiens, tu vas cacher une bague quelque part dans la maison et mamie va la trouver avec son pendule. Et elle l'a trouvée. Voilà Frédéric, un peu plus souriant. Voilà, une petite note d'humour pour terminer cette émission consacrée à la radiesthésie, toujours aussi passionnante. Les émissions des Clés du Mystère que vous retrouvez, vous qui nous écoutez, sur internet sudradio.fr. Vous pouvez comme ça les réécouter à volonté sans aucun problème. Merci Yves, professeur Yves Lignon, que l'on retrouve avec plaisir dimanche prochain. Merci à tous, bonne semaine.